j'avais fait des pieds et des mains pour y aller, pour y parler. J'avais été accepté par Jean-Yves Féperel. Ça m'inspirait d'aller parler de ça à Budapest, alors qu'il y avait des expositions d'art brut, peinture. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui était en route depuis quelques années. Chez moi, c'est comme ça que ça va. Le travail sur le corps que j'avais initié dans les années 90 et où j'en ai parlé à Cracovie en 96, je crois, vient de se terminer dans un livre qui, j'espère, va sortir, c'est Corps et psychomotricité. Et donc ici, c'est aussi en travail. Et donc ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour par rapport aux pistes que je lance dans ces connivences ou ces complicités entre psychanalyse et art, inconscient et art. Et peut-être ce que je propose, ces connivences et ces complicités, elles sont à l'œuvre depuis longtemps, elles sont travaillées, la littérature est abondante sur le sujet, déjà chez Freud d'ailleurs. Peut-être ce que je propose aujourd'hui, c'est peut-être aussi de voir, tiens, comment est-ce que notre référence commune, la pensée de Zondi, la pensée transformée de Zondi, nous permet peut-être de lever certains mystères, certaines énigmes de ce travail qui a été fait sur les connivences entre art et psychanalyse. Dans un premier temps, je vais situer le lieu d'où je parle, parce que je pense qu'on ne peut pas, en tant que psychanalyste, aborder cette question sans préciser ça. Je pense qu'en parlant ici de l'art, je prends évidemment distance, la distance nécessaire avec l'expérience de la cure, et ayant pris cette distance, la psychanalyse s'applique à l'écriture, puisque ça commence toujours comme ça, par l'écriture, où il y a une certaine réciprocité. On pourrait dire qu'écriture et psychanalyse s'expliquent, puisque je m'aperçois de plus en plus que quand on se met à écrire, quand je me mets à écrire, mes idées s'éclaircissent tout à coup. Et ça a des effets sur les questions que je me posais préalablement. Donc, ma façon de concevoir la psychanalyse s'éclaircit au moment où je suis en train d'écrire. Et puis évidemment, avec les exigences de la grammaire, ça se recomplique, bien entendu, hein, ce qui fait que le procès est toujours relancé. Et donc, je prendrai ce terme-là. Comment est-ce que la psychanalyse et l'art peuvent s'expliquer? Le problème commence quand on prend distance, quand le psychanalyste prend distance par rapport à la cure, quand il s'éloigne de ce qui est l'origine même de son autorité, c'est-à-dire à l'écoute du sujet qui parle, quand il s'éloigne de cet acte de parole ou de cet acte d'écouter, parce que écouter est autant un acte que de parler, et donc il suspend sa parole, il se réduit d'une certaine façon à autre chose. Il quitte cette position particulière de la rencontre dans la cure. Mais en même temps, et je voulais insister là-dessus, s'il s'éloigne de la parole en acte, il s'éloigne aussi de son savoir, puisque d'une certaine manière, son savoir dans la cure est en suspens. Et donc il est à la fois en déconstruction et en reconstruction. Et donc il s'éloigne de ce moment fécond de la construction et de la déconstruction du savoir. Le danger, vous le connaissez, c'est le danger qui a été dénoncé de la psychanalyse appliquée. C'est pour ça qu'à appliquer, je propose le signifiant s'expliquer, explication plutôt qu'application, où l'un et l'autre s'expliquent. Le danger, ce serait de venir avec un savoir et de l'appliquer sur l'art, comme ça a été fait. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je voudrais simplement souligner que, de mon point de vue, ce qui fait autorité, c'est l'œuvre et l'acte de création de l'auteur de l'œuvre, et qu'aucune explication ne viendra
donner la vérité ultime de la création elle-même ou de l'acte de création. Et donc, s'il y a une rencontre possible entre un psychanalyste et l'art, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Et je dirais qu'il s'agit essentiellement du fait que, comme ça n'a pas manqué à ses débuts, du côté de Freud, on va le voir, le psychanalyste est attiré par l'expérience créatrice et par les œuvres d'art. Il y a, comme tout un chacun, on pourrait dire, si l'art existe, c'est bien parce qu'il parle aux gens, il nous parle. Mais on dirait que le psychanalyste est particulièrement attiré par l'acteur, l'auteur, le créateur, et par l'œuvre d'art. C'est connu que dans son œuvre, cette attirance a saisi Freud lui-même. Le verbe saisir est choisi. Vous allez le voir, je vais vous rappeler des mots forts que Freud utilise, comme si ça lui avait sauté aux yeux qu'il y avait une proximité, une connivence, une complicité entre l'expérience de la cure, concernant le sujet et le savoir, dira-t-on après, et la création artistique. D'ailleurs, vous savez que cette attirance s'est avérée réciproque, puisqu'un certain nombre d'artistes se sont sentis particulièrement attirés par la pensée de Freud, comme s'il y avait une proximité particulière entre les deux expériences. C'est cette proximité que je voulais interroger et voir si, éventuellement, vous me direz après si c'est intéressant et utile, si la mise en forme zondienne pouvait éclairer cette proximité, cette connivence particulière entre la psychanalyse, les psychanalystes et l'art. Je parle aussi d'accord secret. Il y a comme un accord secret dans le sens d'une résonance. Je dis secret parce que il s'agit, je pense, de surgissements qui contournent le refoulement, comme dans le rêve, le lapsus ou le mot d'esprit. Revenons à Freud et à son expérience, son explication avec l'art. Il est frappé de ce que peut-être l'artiste semble savoir quelque chose qui lui échappe à lui. Comme si l'artiste et l'œuvre, je pense qu'on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre, pouvaient enseigner le psychanalyste sur ce qu'éventuellement il ne comprend pas très bien de ce qui se passe dans la cure. Freud disait ceci: le psychanalyste n'éprouve que rarement l'impulsion de se livrer à des investigations esthétiques. Il dit ça dans L'inquiétante étrangeté, 1919. Et cependant, il ne pouvait s'abstenir de faire des recherches sur l'art. Pourquoi? Il répondra à cette question dans un article, le Moïse de Michel-Ange, 1914, en déclarant qu'il voulait saisir pourquoi des œuvres poétiques ou les arts plastiques, plus rarement la peinture, exerçaient sur lui un fort effet. Il croyait donc pouvoir produire un savoir sur la jouissance que lui procuraient ces œuvres d'art. Mais est-ce qu'il ne faut pas voir le mouvement dans les deux sens? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'expérience artistique peut aider à comprendre l'expérience analytique? Et réciproquement, l'expérience analytique peut aider à comprendre l'expérience artistique. C'est dans cette perspective que celui qui m'a donné le déclic pour me mettre à ce travail, Alain Didier-Veil, qui exprimait dans son livre d'abord Les trois temps de la loi, et il va reprendre cette idée dans Lila et la lumière de Vermeer, avec comme sous-titre
justement le psychanalyste ou la psychanalyse à l'école des artistes. C'est déjà une indication intéressante. Il disait ceci, mais je l'avais en fait entendu préalablement, avant d'avoir lu son livre, dans un exposé qu'il faisait à l'école belge à l'époque. Il disait la reconnaissance que nous avons envers l'artiste. Alors déjà le mot la reconnaissance, c'est intéressant, parce qu'il situe quelque chose d'une rencontre et d'une dette, hein, et on va voir, et d'un prix. La reconnaissance que nous avons envers l'artiste ne s'adresse-t-elle pas à sa faculté de nous faire reconnaître le point d'altérité radicalement invisible? Alors, vous voyez le point aveugle du psychanalyste. Ce point d'altérité radicalement invisible à tout savoir. Hein, c'est quand même le nœud même du travail d'Alain Didier-Veil, cette question-là de la formation de l'inconscient, hein, de ce point zéro du psychisme, pourrait-on dire. Tout son travail depuis des années, c'est autour de cette question-là. Donc, radicalement invisible à tout savoir, qui est fondateur de ce que nous appelons notre existence. La dette que nous avons envers lui, donc l'artiste, tient à ce que, ayant su payer le prix pour nous faire accéder, ayant su payer le prix, donc l'artiste a payé un certain prix. Ça vous évoque évidemment le travail de Freud sur le mot d'esprit. Celui qui raconte la blague, il paye un prix, hein, il doit payer un prix, et c'est l'autre qui en profite, hein, d'une certaine façon. Donc, ayant su payer le prix pour nous faire accéder, alors les termes sont là, c'est ceux-là que j'ai attrapés, à l'invisible, à l'inouï et à l'immatériel. L'artiste, il nous rappelle que ce prix, nous avons à notre tour à le payer pour accéder à notre triple incognito. Alors d'une certaine façon, il répond à la question de Freud. Hein, quand Freud disait qu'est-ce qui me saisit là, qu'est-ce qui produit cet effet sur moi, bon, il dit voilà, l'artiste nous permet d'avoir accès à quelque chose, ce qui explique deux aspects de l'expérience de Freud. D'une part, qu'il y a une fascination, une attirance, et probablement un plaisir, mais Freud dira que ce n'est pas n'importe quelle forme de plaisir, puisque d'une certaine façon, on va le voir quand il est devant le Moïse de Michel-Ange, il dira « je suis violemment empoigné ». Hein, c'est pas seulement du plaisir, il y a un travail, il y a un trauma, il y a quelque chose d'assez fort dans cette rencontre-là. Et donc c'est peut-être ça qu'Alain Didier-Veil veut dire, qu'il y a un prix à payer pour avoir accès à quelque chose. Alain Didier-Veil parle évidemment de tout lecteur, de tout auditeur, de tout spectateur. Mais le psychanalyste, simple lecteur, auditeur, spectateur, n'est-il pas particulièrement intéressé, à partir de l'expérience de la cure, par l'inouï, l'invisible et l'immatériel? Dans L'art et le pouvoir du fond, Henri Maldinet, dont on vous parlera un peu plus tout à l'heure, Luc, renchérissait lui aussi après Freud. Il disait, dans les langues germaniques, art, Kunst, signifie pouvoir, können. Son être est un pouvoir-être. Ce pouvoir-être se fait jour dans le sentir, ça c'est du Maldinet, hein, plus précisément dans le moment du ressentir, à même lequel il ferait une direction de sens, Bedeutungsrichtung, qui ouvre l'horizon sous lequel a lieu, au lieu même de l'œuvre, donc dans cette rencontre avec l'œuvre, une communication originaire, je trouve intéressant ce mot originaire, avec l'être de l'étang. Je trouve intéressant de mettre en écho cette citation d'Alain Didier-Veil qui semble viser quelque chose de fondamental de ce qui, chez nous, est caché et inaccessible. Et cette façon qu'a Maldinet, à travers du signifiant allemand
de nous indiquer aussi quelque chose d'une communication originaire qui, bien entendu, ne passe pas par le langage ni par l'explication rationnelle, mais qui est une rencontre dont on a peut-être à essayer de comprendre, ne fût-ce que parce que, en effet, certains travail thérapeutique peut se faire avec l'art. C'est quand même quelque chose qui va nous intéresser à Budapest, cette possibilité que le travail d'art, de peinture par exemple, soit un média thérapeutique. Parce qu'il y a dans la production artistique chez le malade mental quelque chose qui se passe qui ne se passerait pas autrement et qui ne se passerait pas peut-être dans une forme de thérapie plus langagière. Donc avec Maldinet, nous ferions ainsi de l'inouï, de l'invisible et de l'immatériel, du pouvoir-être. On pourrait dire, pour faire écho à la fameuse phrase de Freud, du non encore advenu. Et c'est peut-être pour ça que ça nous attire et que ça nous fascine, éventuellement que ça nous fait peur, ou que nous tenons à distance certaines formes d'art, certaines musiques, certaines peintures, certaines sculptures, ou certaines pièces de théâtre, par exemple. Nous les tenons à distance dans la mesure où, en effet, ce pouvoir-être, ce non encore advenu, n'est pas nécessairement ce qui est idéalisé ou rêvé, probablement pas d'ailleurs. Donc, le pari, c'est que l'approche psychanalytique permette de jeter un éclairage nouveau sur ce que Freud a appelé le versant contemplatif de l'expérience esthétique, en en dissipant en partie le mystère. C'est en tout cas le projet de Freud qui n'a pas cessé d'écrire, d'interroger certaines dimensions de l'art. Dans la contemplation esthétique, l'effet passe par une perception, principalement visuelle, dans le cas de Freud, qui retient le spectateur. Je souligne aussi ce mot retient, captive, capte quelque chose. Celui-ci s'absorbe dans la vue de l'objet beau et cette captation du regard s'accompagne d'un affect de plaisir. Alors il continue en disant, par son intensité et sa violence, il y a éventuellement dans la rencontre de l'œuvre une intensité, une violence, une jouissance, on pourrait dire aussi. L'expérience de la contemplation esthétique dépasse le simple plaisir. J'aime, j'aime pas. Freud alors évoque sa confrontation avec la statue en marbre de Michel-Ange représentant Moïse. Jamais, alors c'est une phrase connue, hein, jamais aucune sculpture ne m'a fait impression plus puissante, reconnaît-il dans le Moïse de Michel-Ange. Face à cette silencieuse puissance de la sculpture, Freud se sent violemment empoigné et en même temps, le choc suscité par l'œuvre entraîne un véritable désarroi de l'intelligence. C'est intéressant cette formule, un désarroi de l'intelligence, comme si ce désemparement était un effet paradoxal d'un tel choc. Alors la dernière phrase est intéressante. Je ne puis savoir pourquoi je suis ému, ni ce qui m'étreint. Je ne puis savoir. Est-ce que c'est ça le ressort de l'art? Je ne puis savoir. On touche à quelque chose de l'insavoir, de l'insu, ou l'insu nous touche, on pourrait le dire dans l'autre sens, quelque chose vient nous toucher, hein, mais on n'en sait rien. Comme dans le rêve, comme dans le monde d'esprit. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais on est touché. Voilà, poser la question. Comment alors aborder cette question de la vérité d'une œuvre d'art sans évidemment, je l'ai dit en préliminaire, exporter tel quel notre savoir supposé en dehors de la cure, sans réduire l'œuvre à nos prémices, au seul fin de justifier la théorie, ça a eu lieu à certaines époques. Donc je pense qu'il faut centrer la question
comme je viens de le faire, c'est-à-dire le psychanalyste s'est laissé séduire par l'œuvre. Il faut commencer par là. Il faut être séduit. On ne sait pas travailler sur des œuvres par lesquelles on n'est pas intéressé. Il n'y a pas d'accrochage. Hein. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question si éventuellement il peut faire entendre dans l'œuvre ou dans la vie du créateur. Hein, on vient de me remettre la thèse de Toscaïès dans son explication, hein, avec la poésie et la folie. Je me réjouis de la lire. Donc, il peut faire entendre dans l'œuvre ou dans la vie du créateur la parole muette, celle qui témoigne dans le détail insignifiant, c'est comme ça que Freud a travaillé sur certaines œuvres, de ce qui s'y manifeste de l'autre. Mais à ce titre, évidemment, le fil de l'interprétation psychanalytique s'ajoute aux autres lectures possibles et doit se tisser avec elle, l'œuvre accomplissant ainsi singulièrement son effet esthétique. En effet, l'œuvre précède toujours l'analyse qu'on en fait. Elle se suffit à elle-même dans son explication, mais peut-être pas dans son effet. Le lecteur et l'analyste ne font qu'en... Je vais utiliser une formule de Magritte, que je la trouve très, très belle. Le lecteur et l'analyste ne font qu'en déployer les ressorts de beauté. C'est ce qu'il disait de la peinture qu'il a appelée la boîte de Pandore, à propos de cette rose qu'il a posée sur le parapet du pont, à droite de l'homme en par-dessus noir, retourné avec le chapeau melon. Je ne sais pas si vous la voyez, hein, dans les tons rose ocre. Il y a un magnifique pont, une ville qui est pour être Gand ou Bruges, et sur le parapet du pont en pierre, il y a une rose qui est posée. Et alors évidemment, celui qui a commenté la peinture, c'est un Américain, je ne sais plus comment il s'appelle, lui demande mais qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, elle déploie les ressorts de beauté, hein, disait Magritte dans un commentaire qu'il faisait. Donc en tant qu'œuvre, bien entendu, le mystère restera entier, aucune explication ne venant l'achever, je dirais même le contraire, toute explication risquerait de l'achever. Voilà comment je vois les rapports possibles entre le psychanalyste et l'œuvre d'art. C'est alors que m'est venu, parce que ça m'a occupé, hein, les trois mots de Alain Didier-Veil, l'idée de compléter la formule d'Alain Didier-Veil pour la rendre plus ondienne. Donc il disait, l'artiste nous fait accéder à l'inouï, à l'invisible et à l'immatériel. Je lui ai demandé, illico, s'il visait spécifiquement trois formes d'art. La réponse était claire, la musique, les arts formels, peinture, sculpture et la danse. Si vous connaissez Alain Didier-Veil, vous savez qu'il fonctionne en triade, les trois temps de la loi par exemple. Il ne fonctionne pas en 4 temps, mais en 3 temps. Comme ma pensée s'est structurée dans l'entourage de Scott et de Zotti, on l'a tous fait, chercher le 4e terme. Quel pourrait être le 4e terme? Donc si on reprend les associations qu'on peut faire immédiatement, l'inouï et la musique peuvent être dans un certain rapport avec le vecteur du contact. L'invisible et la peinture peuvent être dans un certain rapport avec le vecteur sexuel. Ce qu'il disait de la danse et de l'immatériel correspondait à mon sens aux particularités du vecteur du moi. Il restait donc la paroxysmalité. Quelle connivence pouvait-elle avoir avec certaines formes d'art? Je veux dire tout de suite que à Budapest, l'année dernière, Jean-Michel Vivet, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est très intéressé par l'opéra, la voix, il a écrit un livre sur la voix, qui était intéressé par ce que je racontais. Après, d'ailleurs, il m'a sauté dessus en disant, je t'invite, tu viendras à Nice, on va essayer d'aller un peu plus loin avec ça. Puis alors, il y a des restrictions budgétaires, il ne m'a pas invité. On ne le verra même pas à Budapest cette année.
C'est dommage parce que j'aurais bien voulu. Alors il me dit, bon, c'est intéressant ce que tu racontes, mais bon, je fais directement l'inversion. Je mets la danse en premier et la musique en quatrième. Bon, voilà. Je vous dis que je suis avec ça. Je suis avec ça dans ma tête. Malheureusement, j'aurais voulu pouvoir en parler avec lui. Tiens, comment, pourquoi, etc. Mais c'est dommage. Je vais probablement publier chez eux. Thierry Bisson me l'a proposé, ce qui me permettra éventuellement d'avoir une relance de ce côté-là. Mais j'ai repris mes cahiers. Je n'en démords pas et je vais vous expliquer pourquoi je n'en démords pas. Maintenant, c'est intéressant d'avoir votre avis aussi. D'abord, il faut que je situe le quatrième. J'imagine que vous l'avez vous-même pensé. Moi, j'y étais préparé depuis longtemps, puisque mes travaux sur une fondation théorique du psychodrame m'avaient amené à penser le récit et la tragédie avec les catégories phénoménologiques d'Emile Steiger, le lyrique, l'épique et le dramatique. Et ça m'était apparu à ce moment-là que le tragique et le dramatique étaient sans équivoque dans un certain rapport avec le vecteur P. Alors toute l'œuvre de Freud va dans ce sens-là, d'une certaine façon. Et donc, en élargissant toute la série des arts de récit, des arts de mise en scène, d'histoire racontée, de paroles et d'écriture, c'est-à-dire de représentation. Et donc forcément, vous continuez, le théâtre et le cinéma complétaient la série des arts de tension dramatique. S'il doit y avoir quelque chose qui les lie, c'est ça. C'est que dans ces arts-là, il y a une tension dramatique avec, comme Steiger le montre très bien, un début, un milieu et une issue, une fin. Ça se termine. Bien ou mal, mais enfin, ça se termine. Et donc, pour le dire simplement, à propos du cinéma, par exemple, il y a du suspense. Il y a du suspense. On est pris par quelque chose. C'est clair que j'avais travaillé à l'époque sur la phrase d'Aristote à propos du théâtre, où il disait que ce qui nous attire dans le théâtre, c'est que grâce à la crainte et à la pitié, les kai phobos, on vit quelque chose, il y a quelque chose qui passe. Et comme Jean-Florence l'avait indiqué dans le commentaire qu'il faisait, ce qui nous permet de régler quelque chose à ce moment-là, évidemment, une fois qu'on est sorti, ça recommence. Cette explication de l'inconscient, il y a quelque chose qui se passe quand on est au théâtre, peut-être avant, peut-être après, bon, peut-être qu'on prolonge en lisant la pièce, je sais pas, ou en parlant peut-être, mais bon, il n'y a pas thérapie, il n'y a pas psychanalyse, c'est comme le mot d'esprit, il y a un contact, il y a une jouissance, il y a un travail, il y a une jouissance. Mais, bon, donc c'est cette fonction-là de la catharsis d'Aristote qui est très claire à propos de... Enfin, lui, il parle du théâtre, mais moi, je proposerais d'élargir. Et pourquoi pas la musique? Et pourquoi pas la peinture? Et pourquoi pas la danse? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de comparable dans notre rencontre avec la musique, ou dans notre rencontre avec la danse, ou avec la peinture, ou la sculpture, ou la photographie, sinon, pourquoi est-ce qu'on irait, on irait voir les expositions? Pourquoi est-ce qu'on en mettrait au mur de la maison? Si ce n'est que ça nous parle, ça nous dit quelque chose, ça entretient une espèce de connivence avec quelque chose. Et donc, qui serait du même ordre, si vous voulez, que ce que Aristote avait pressenti. Donc, en faisant ce lien entre les arts du récit, de la représentation, du suspense, du policier, du roman policier aussi, d'une certaine façon, parce que quand même, si vous relisez, comme je l'ai fait à l'époque, Oedipe Roi, c'est un vrai roman policier, cette histoire. Alors, on se demande, oui, mais enfin, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, bon, et d'ailleurs, toutes les astuces linguistiques sont là pour tenir le spectateur en haleine. Exactement comme dans les films, on laisse deviner quelque chose. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène où il y a une tension dramatique terrible à un moment donné dans la pièce.
on se dit, oulala, Oedipe, il vient de dire qu'il va trouver l'assassin de Laios. Et puis alors, boum, ça s'arrête, le Coryphée s'amène, et il dit, oulala, quelle affaire, l'homme, il est mal embarqué, enfin bon, il est en train de nous raconter, le Coryphée, il nous raconte une histoire invraisemblable pour nous dire, c'est terrible l'histoire de l'homme. Hein. Il nous dit, ben, vous savez, Oedipe, il vient de s'embarquer dans un truc dont il ne sortira pas vivant. Hein. C'est un ressort cinématographique assez connu, je veux dire maintenant, cette espèce de mise en tension dramatique où le spectateur est mis dans la confidence avant que le héros lui-même ne soit au fait de la question. Donc du même coup, je complétais la triade d'Alain Didier Veil par un quatrième terme. Bon, j'en ai deux. L'irreprésentable ou l'inimaginable, puisqu'il est dans In, hein, inouï, invisible, immatériel, irreprésentable ou inimaginable. Bon, voilà, je les garde en réserve tous les deux. Termes qui sont évidemment parfaitement compatibles, ceux-là, avec la théorie freudienne. Alors que les autres, c'est un peu plus difficile hein, de faire rejoindre inouï, invisible, immatériel avec la théorie freudienne. Tandis qu'inimaginable, irreprésentable, on est en plein dedans. On pourrait dire que la théorie freudienne, elle s'est construite à partir de cette question-là. Donc je reconstruis la citation d'Alain Didier Veil comme ceci. La reconnaissance que nous avons envers l'artiste s'adresse à sa faculté de nous faire reconnaître le point d'altérité radicalement, alors lui dit invisible, moi je dis radicalement inaccessible à tout savoir. Je trouve que c'est beaucoup plus fort, hein, inaccessible à tout savoir. Il y a quelque chose de notre destin qui est inaccessible à tout savoir et qui est fondateur de ce que nous appelons notre existence. Donc c'est très très fort comme hein, l'artiste nous met en contact avec ça, il nous fait reconnaître quelque chose. La dette que nous avons envers lui tient à ce qu'ayant su payer le prix pour nous faire accéder à l'invisible, à l'inouï, à l'immatériel, à l'inimaginable, je prends celui-là maintenant, il nous rappelle que ce prix, nous avons à notre tour à le payer pour accéder à notre quadruple incognito. Ce qui revient à dire, si on prend la puissance de cette pensée de Alain Didier Veil, ce qui revient à dire que les œuvres d'art ne nous laissent pas indemnes. Si on transforme la citation en la rapportant au schéma positionnel, version louvaniste, et en incluant l'émotion freudienne, cela donne ceci. L'artiste et l'œuvre nous font violemment entendre l'inouï et l'énigme du plaisir et du déplaisir, le silence et le rythme des allées et venues. Ils nous font abruptement voir l'invisible du désir et de l'autre, de la forme de notre corps et de la distance qui nous sépare. Ils nous font imaginer l'inimaginable, de la loi et de sa transgression, le meurtre et l'inceste, où les fondements de la société sont menacés. Ils nous font sentir l'immatérialité de notre être, de notre puissance d'être, de notre impuissance, légèreté et lourdeur du corps. Il y aurait un travail à poursuivre, je ne le ferai pas aujourd'hui, en allant chercher dans la mise en forme louvaniste et méloniste des fantasmes originaires, des traumatismes et des angoisses, les liens qu'on peut faire par rapport à cette série. Dans l'œuvre d'art, l'inconscient se trouve dompté et assimilé, littéralement informé, c'est-à-dire ayant reçu une forme. La mise en forme de l'inconscient n'est pas le développement de l'inconscience, évidemment. Faut-il dire que l'artiste s'abandonne au chaos, ou au contraire qu'il essaye par la création de lui échapper? Il y a une phrase de Rimbaud qui est intéressante, qui dit « Je fixais des vertiges ». C'est évident qu'il ne faut pas oublier le verbe « fixer ». Il essaye de fixer des vertiges.
Bien, reprenons rapidement avec votre complicité, j'espère, ces connivences entre les différentes formes d'art et les vecteurs pulsionnels. Bon, au fur et à mesure, il y a des mots qui émergent comme ça. Je vais commencer par le récit dramatique et le vecteur P, et puis je parlerai de la musique et du vecteur C. Il y aura une petite note sur la note bleue, qui est un leitmotiv chez Alain Diéveil. Et moi qui adore le jazz, ça me parle, ça me dit quelque chose, la note bleue. Je parlerai de la forme, les contours, la distance et la fixité, vecteur S, et quelques mots, parce que je suis moins qualifié, moins pris. Je parlerai de la danse, l'immatérialité du corps, le corps en mouvement dans le temps et l'espace, la légèreté et la pesanteur. Alors, les mots qui me frappent, c'est du côté de vecteur P, je dirais le drame comme organisateur de la psyché. Du côté de la musique, je ne sais pas, j'ai pensé la voix. Enfin, je repensais à Jean-Michel Vives, parce qu'il me semble que... Si, j'avais mis le son, c'est tellement en physique le son. Il me semble que ce qui est d'abord musical, c'est la voix. C'est la voix. La voix humaine, la voix de la mer, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. La voix humaine, oui, sans doute. C'est plus humain que le son. Le son, c'est sec, je trouve. Du côté de S, ce qui m'a frappé, c'est la fixité, c'est l'immobilité, c'est la mise à distance. On fixe l'objet, bon, quelque chose comme ça. Et enfin, en essayant de trouver des mots comme ça, j'essaie aussi de rejoindre, bien entendu, quelque chose des fantasmes originaires et des questions fondamentales. Hein. C'est-à-dire, on pourrait dire des échecs éternels de notre psychisme, d'une certaine façon. On n'arrête pas d'échouer, là, quelque part. C'est bien là que la pulsion, évidemment, va donner du sens et de la vie, hein, d'une certaine façon. Et donc, du côté du moi, légèreté, pesanteur, il me semblait que c'était les mots les plus forts. Bon, je ne vais pas être long, parce que vous êtes familier de ce qu'on peut faire du système de pensée zondien. Donc du côté du récit dramatique et du vecteur P, je ne sais pas si je peux en dire plus que ce que j'en ai dit, c'est le ressort même du roman, c'est le ressort du récit. Et je pense, parce que je les ai fréquentés un petit peu, du récit mythique, du récit légendaire, du récit biblique. Ah tiens, je vous invite à venir à Liège le 4 mai, où j'ai invité Jean-Pierre Winter. Pourquoi est-ce que je pense à lui? Parce qu'il est dans le récit biblique tout le temps. Dans son livre Transmettre ou pas, il y a tout un chapitre sur religion et transmission. Il pense à partir de ça, lui. Enfin, entre autres, hein, aussi de l'analyse et de la clinique. Mais, et donc, dans le récit biblique, il y a des citations tout le temps dans son bouquin sur cette question-là. Hein. J'espère qu'il sera en forme. Ben, venez, ce sera intéressant. Donc, c'est clinique et transmission. C'est à Liège le 4 mai, après-midi. Le matin, on fait autre chose, on fait du théâtre. Un théâtre et psychodrame, jeu de rôle avec le playback théâtre. Et voilà, à François. Donc le récit, l'histoire racontée. Alors, quelque chose qui m'interpelle, je suis grand-père, je raconte beaucoup d'histoires, ma femme elle est prof de français, on lit des livres, on raconte des histoires aux enfants. Ils adorent les histoires. Alors, ce qui me frappe, c'est que quand ils sont tout petits, c'est la mélodie qui les intéresse. C'est d'abord la mélodie, c'est le son de la voix. Parce que quand on lit, il y a un chant, il y a une mélodie, ça les fascine. Ils s'endorment d'ailleurs. Hein. On le fait pour s'endormir. Donc là, on est manifestement dans la musique. Et puis l'image. Alors j'ai une petite qui a 2 ans hier. Les livres, elle vient chez moi avec ses livres, elle transporte ses livres, elle les lit à l'envers. Hein.
mais elle reconnaît des trucs. Donc l'image l'intéresse. Et puis l'histoire, après c'est l'histoire. Manifestement l'histoire, il faut qu'il y ait un début, Titou il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est d'abord plutôt épique, c'est une sommation d'événements. Hein. C'est pas encore dramatique comme Stenger l'indiquait, c'est d'abord épique, c'est une sommation d'événements, ça n'en finirait pas, on pourrait raconter toute la vie de l'enfant avec des trucs, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis après, j'imagine qu'à un moment donné va venir la tension dramatique, ça je l'ai vu après quand mon épouse racontait des histoires aux petites filles 5-6 ans, là. Alors là il y a des sorcières, il y a des trucs, on a peur. Enfin, là on est dans le récit dramatique, dans la tension dramatique, il y a du suspense, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les enfants déjà sont pris par quelque chose dont on essaye de parler ici. Bon, ce qui me paraît clair, en tout cas pour le théâtre, c'est que c'est beaucoup plus social. Je veux dire, le théâtre, on ne va pas au théâtre tout seul quand même. La fonction du théâtre, c'est que, comme dit Florence, c'est une convention, c'est un rite social. Bon, alors qu'on peut écouter de la musique tout seul. Je veux dire, on est enfermé. Je faisais le trajet en train, il y avait un jeune homme en face de moi, il est complètement enfermé avec son casque dans sa musique, il a dû être secoué par l'accompagnateur de train. Il y a une espèce de renfermement dans son monde avec la musique, possiblement. On peut aller aussi écouter un concert, là. Ça devient social. Alors je me dis, oui, mais alors le roman qu'on lit tout seul chez soi. Oui, mais le roman, c'est tout un monde. Il y a une histoire, il y a un héros, il y a un drame, il y a une tension. Parce que s'il n'y en a pas, on ne va pas le lire. Hein. Si on lit, c'est parce qu'on est intéressé pour voir la suite. Il suffit de voir les gens qui sont occupés à lire un livre. Alors là, ils sont dans ce rapport-là de tension dramatique, mais à l'intérieur d'une bulle qu'ils ont constituée. Mais en fait, ils font partie des personnages, finalement. Le lecteur est un des personnages du roman. Revenons un moment au théâtre. Le théâtre a le don de créer, pour un temps limité, mais parfois de façon durable, disait Jean-Florence, des liens de communication, fusion affective sans doute, mais aussi sentiment de solidarité et de communauté, où l'ébranlement sensible, le plus intime et contemporain d'un accès à l'humain, à l'universel, il dit. Alors, lui, il le dit autrement. Ce qu'il appelle l'universel, c'est bien ce noyau du début dont parle Alain Didier-Veil, ce noyau du début du psychisme, qui est inaccessible à tout savoir, d'une certaine façon. Bon, petite remarque qui mériterait aussi d'être... c'est que je prends les arts tels qu'ils existent maintenant, c'est-à-dire distingués, séparés. Mais si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, vous apercevrez que cette distinction, elle est en partie artificielle, elle est culturelle, elle est en partie contemporaine. Et on voit d'ailleurs chez un certain nombre d'artistes actuellement, ils ont tendance à passer de l'un à l'autre, à les compléter, on ne parle plus de sculpture ou de peinture, mais d'installation, par exemple. Hein. Et on est presque dans le théâtre, il y a une mise en scène. Donc, rien n'empêche, en effet, de les articuler l'un à l'autre. Ce qui, probablement, pour peu qu'on ait des traces de ce qui s'est passé, était comme la façon dont les humains ont commencé à faire de l'art, de certaine façon. C'est en les mélangeant, hein, en les associant. Hein. Notamment, dans le phénomène religieux, c'est très clair. C'est que les différents arts étaient associés. Hein, dans les mystères de Deleuze, par exemple, que j'ai particulièrement travaillé, ça paraissait assez évident que le théâtral, le musical, le poétique étaient associés dans une fête collective initiatique qui était relativement importante apparemment. Bon, j'ai déjà suffisamment parlé du théâtre, de la tragédie, de la catharsis ailleurs, pour que je passe à quelque chose que je connais moins, mais qui m'intéresse, peut-être de plus en plus, je ne sais pas, la musique et le vecteur C. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il y avait quelque chose
à épingler, ce serait la voix. Hein. La voix comme, bon, je l'ai pensé dans le train, donc c'est nouveau. Hein. La voix comme organisateur sensoriel du psychisme. La voix qui porte, la voix qui soutient, la voix qui permet de s'accrocher à quelque chose. C'est vrai que en pensant ça, je me suis dit, ah tiens, Dolto, elle pensait aussi à l'odeur. Bon, je n'ai rien fait de l'odeur, voilà. C'est vrai que Dolto dit, du côté de l'odeur, l'odeur de la mer, le linge, le doudou, en fait, bon, il y a quelque chose, et la sensorialité. Mais bon, voilà, je suis sur la voix. Hein. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs associer l'odeur, la sensation, du côté du contact aussi, comme complément. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas d'art d'odeur. Il n'y a pas d'art autour de l'odeur. Il y en a qui ont essayé des trucs. En dessous de la place Saint-Lambert, j'ai vu des trucs assez horribles. Il vaut mieux que ça reste. J'ai lu dans le journal qu'on allait écraser tout, justement, c'était dans là où devait passer le soi-disant métro, etc. Il y a eu des expositions d'art carcasse. Bon. Il me semble que si on doit chercher quelque chose du côté, donc je reprends le mot d'Alain Diamet, de l'inouï, on cherche quelque chose du côté des origines, d'une musique originelle. C'est des termes qu'on a déjà entendus, hein, la musique originelle. La musique du monde, par exemple, on a déjà entendu ça. Bon, Oscar Wilde disait la musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. Ce qui m'a frappé, c'est le mot harmonie, il y a quelque chose là. Elle nous met, je pense qu'on peut dire ça, elle nous met, donc j'essaye aussi d'avancer des arguments à Jean-Michel Vivès, hein, elle nous met en participation, elle nous met en communauté ambiante, par les sons qui nous viennent, nulle organisation, nulle direction, seulement une question d'intensité. La question de l'intensité me paraît plus primaire, plus fondamentale que les autres questions. Et bien entendu, fusion et diffusion, pour prendre les termes qui ont été utilisés à une certaine époque. La musique nous entoure, bien entendu, si nous y consentons, c'est bien en ça qu'il s'agit de toute autre chose, de mécanique, de physique. Hein. Il faut y consentir, il s'agit quand même de quelque chose d'humain. Et donc il faut consentir, il y a des musiques auxquelles nous ne pouvons pas consentir. Bon, c'est intéressant de savoir à quoi c'est dû. Hein. Il y a par exemple des rythmes syncopés, répétitifs. Il y a des gens qui ne peuvent pas y consentir. Il y a des gens qui ne peuvent pas consentir au jazz, par exemple. Ça ne leur dit rien. Ils n'y arrivent pas. Je suis frappé d'ailleurs, parce que je participe régulièrement à des festivals de jazz. Parce qu'avant, j'écoutais du jazz à la maison, sur mon pick-up. Je suis frappé du sérieux des auditeurs des festivals de jazz. Alors que c'est bourré de rythme, ils ne bougent pas la tête un tout petit peu, et pas tous. Il y a quelque chose de... Hein, il n'y a pas de cri, il n'y a rien, alors qu'il y a des musiques où il y a ça. Hein, mais vraiment, il y a quelque chose là qui parle à l'âme, manifestement, qui parle à l'âme. Hein, c'est assez étonnant. Les rythmes musicaux, les ruptures, les emballements, les allegro, non troppo, adagio et autres andante ou vivace, nous entraînent, nous font participer, je dirais, nous déresponsabilisent du plaisir. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qu'on peut souligner. Ce n'est plus notre responsabilité, on n'a plus qu'à se laisser faire, mais il faut y avoir consenti. Et alors on est pris dans quelque chose, me semble-t-il. Donc la musique nous prend, mais elle nous laisse aussi. À un certain moment, elle s'arrête. Elle s'arrête. Donc continuité et discontinuité. C'est donc manifestement un premier rapport au temps, semble-t-il. Premier moment participatif du corps comme entièreté, pas encore comme totalité.
J'ai dans le texte que j'ai terminé, que j'ai envoyé chez RS, Catel vient de me dire qu'il avait fait une préface. J'espère que ce sera intéressant. Je distingue l'entièreté de la totalité